Informer l'opinion nationale sur le rôle joué par la CEDEAO dans le retour à l'ordre constitutionnel et l'intervention militaire contre les terroristes au nord du Mali, c'est l'objectif de la conférence débat animée par le représentant spécial de la CEDEAO au Mali à l'initiative de l'ADEMA Association à l'occasion de la célébration de son 23e anniversaire. Fin à Paris, la conférence internationale sur la transition vers le numérique. 15 pays africains, dont le nôtre, y ont pris part à travers leurs ministres en charge des technologies de l'information et de la communication pour analyser les défis et enjeux liés à la migration, entre autres sujets. Ouverture à Sikasso de la foire d'innovation des femmes rurales pour leur permettre de faire étalage de leur savoir-faire en matière d'innovation dans la transformation des produits agricoles dans la capitale du Kénédougou. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'information sur l'ORTM. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que suite à l'assassinat crapuleux de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, les enquêtes judiciaires ont été ouvertes aussi bien en République du Mali qu'en République française pour enlèvement et assassinat en lien avec une activité terroriste. Ainsi, suite à une demande d'entraide pénale internationale adressée par le ministère de la Justice française, les fonctionnaires de la Direction centrale du renseignement intérieur DSCI et de la Direction centrale de la police judiciaire française procèdent conjointement avec les autorités prévôtales de la gendarmerie de Kidal aux auditions et autres techniques nécessaires et utiles aux investigations, notamment les contestations sur les lieux de l'enlèvement et de découverte des corps. Outre les autorités prévôtales de Kidal, une équipe pluridisciplinaire constituée de substituts, de juges d'instruction, de greffiers, des officiers et agents de la police judiciaire, ainsi que de divers experts est sur le théâtre des opérations et travaille avec leurs homologues français à la collecte et à la conservation des éléments de preuve. Les autorités maliennes et françaises vont examiner et interroger chacune en ce qui les concerne les éléments probatoires recueillis et collectés sur les lieux de l'enlèvement et de l'assassinat. Le gouvernement informe que ces enquêtes conjointes s'inscrivent dans le cadre de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali du 9 mars 1962. Le gouvernement informe par ailleurs que les personnes interpellées et arrêtées dans le cadre des investigations ont été mises à la disposition des autorités judiciaires françaises pour une durée légale de 96 heures avant d'être mises à la disposition de la justice malienne. Elles sont interrogées dans le respect strict des droits que les conventions internationales et lois nationales leur confèrent. Elles bénéficient de toutes les garanties procédurales exigées par les standards internationaux. Le gouvernement assure l'opinion nationale, l'opinion publique nationale et internationale qu'il entreprendra avec les autorités compétentes françaises toutes les dispositions légales afin que les auteurs de ces actes odieux puissent répondre devant la justice au terme d'une procédure équitable, impartiale et respectueuse des droits de défense. En quoi l'intervention de la CEDEAO a été déterminante dans la gestion de la crise au Mali? La question était au centre d'une conférence au débat initiée par l'ADEMA PAJ Association qui fête son 23e anniversaire. La conférence animée par le représentant spécial de la CEDEAO dans notre pays vise à informer l'opinion nationale sur le rôle joué par la CEDEAO dans le retour à l'ordre constitutionnel et l'intervention militaire contre les terroristes au nord du Mali. Bourama Traoré. Comme le soulignent bien les textes de la CEDEAO, quand un pays membre est en crise, l'organisation sous-régionale se doit d'intervenir. C'est donc en toute légalité que la CEDEAO est intervenue au Mali pour trouver une solution à la crise multidimensionnelle. Cette intervention, on se rappelle, avait été différemment appréciée par l'opinion nationale. Le rôle que la CEDEAO jouait n'était pas bien compris par les Maliens en général. Et nous-mêmes, nous avions certaines interrogations, certains questionnements. Et nous avons préféré aller rencontrer le représentant résident pour savoir comment il faisait, quelles interventions il faisait au Mali, quelles étaient leurs stratégies, etc. Donc cela nous a permis d'aboutir à cette décision-là pour largement informer l'opinion malienne et donner aussi la possibilité à la CEDEAO de s'expliquer, parce que c'est aussi de cela qu'il s'agissait, parce que son intervention a soulevé quelques polémiques au tout début. Pour nous, tout ce qui a été fait au Mali, c'était toujours dans le souci de sauver la démocratie malienne
de rétablir l'état de droit au Mali et que dans nos objectifs, dans les objectifs de l'association, cela tient une bonne place. L'exercice du représentant spécial de la CEDEAO consiste donc à expliquer le rôle déterminant joué par l'organisation sous-régionale dans la gestion de la crise malienne. En ligne de mire, sa forte implication dans le retour à l'ordre constitutionnel, ce qui a permis de doter le Mali d'autorités légitimes. La CEDEAO est également parvenue à créer un consensus planétaire pour la cause du Mali. Pour le diplomate Touré, l'organisation communautaire est tout simplement dans son rôle. Le Mali a été soutenu par toute la communauté internationale, même si la CEDEAO essaie de jouer un peu sa partition, c'est tout à fait normal, elle n'a fait que son devoir. Mais moi je suis très heureux de savoir que depuis le début, les appréciations qu'on avait de la situation ont été largement partagées par la communauté internationale qui s'est mobilisée comme un seul homme pour aider le Mali à s'en sortir très tôt, parce qu'il ne faut pas oublier que la crise elle était complexe, profonde, multidimensionnelle. Mais à force de volonté de se battre, les Maliens ont réussi effectivement à relever la tête et nous sommes heureux de constater que le Mali est devenu simplement un pays normal. Cette conférence débat est le point d'orgue de la célébration du 23e anniversaire de la création de l'ADEMA Association. Cette association a vu le jour un certain 24 octobre 1990. Voilà, vous l'avez compris, c'était plutôt une conférence débat organisée par l'ADEMA Association pour célébrer son 23e anniversaire. Les éléments du MNLA vont libérer les locaux du gouvernorat et de l'antenne régionale de l'ORTM Kidal le 14 novembre prochain. C'est ce qui a été convenu hier à Ouagadougou, au Burkina Faso, entre les 4 groupes armés du Nord et la communauté internationale à travers la signature d'une déclaration commune. Ont également participé à cette réunion le représentant spécial de la CEDEAO et le chef adjoint de la MINUSMA. Leur réaction au micro de Bourama Traoré. Je crois que les chefs d'État ont été clairs en disant les institutions de la République, les symboles de la République doivent revenir à l'administration. Et c'est dans ce cadre que, ensemble avec la MINUSMA, l'Union européenne et l'Union africaine, hier nous avons décidé d'aller rencontrer les groupes concernés pour leur passer ce message, qui est aussi le message de la communauté internationale. Je pense qu'ils l'ont bien compris, puisqu'ils ont signé une déclaration pour nous dire qu'ils vont évacuer le gouvernorat, ils vont évacuer la radio. Ils ont même fixé une date qui est le 14. Il faut maintenant qu'au niveau du gouvernement, qu'ensemble nous puissions gérer, parce que c'est tout un processus. À partir du moment où les gens étaient là pendant un certain temps, c'est clair que ça demande quelques aménagements. Il y a des aménagements sécuritaires aussi, parce que le gouverneur, même quand il va rentrer dans le bâtiment, il faut qu'il soit en sécurité. Donc il faut bien que dans le cadre de la MINUSMA et surtout du comité technique de suivi de mise en œuvre des accords de Ouaga, cette commission se réunisse rapidement pour essayer de discuter les modalités pratiques de mise en œuvre de cette déclaration qui est très importante. Cela correspond non seulement à la résolution 2100 et à ses dispositions pertinentes, aux accords de Ouagadougou. Tous ces deux textes indiquent très clairement que le Mali, les autorités maliennes ont le droit sur toute l'étendue du territoire malien. En d'autres termes, l'intégrité du territoire malien est un élément essentiel de ces deux textes. La résolution 2100 du Conseil de sécurité d'une part et d'autre part les accords de Ouagadougou. Depuis plusieurs semaines déjà, cette question a été évoquée dans toutes les réunions de la communauté internationale. Non seulement le gouvernement malien l'a demandé, mais cela correspond au droit international. Bon, il est heureux que les mouvements aient subi. Vous savez, il est toujours meilleur de trouver une solution par la paix plutôt que par la violence. Le 6 et 7 novembre dernier s'est tenue à Paris une conférence internationale sur la transition vers le numérique dans le domaine des télécommunications organisée par le gouvernement français. 15 pays africains ont pris part à cette conférence avec leurs homologues français. Les ministres africains en charge des technologies de l'information et de la communication ont analysé les défis et enjeux liés à la migration, les sources de financement de nouvelles infrastructures à mettre en place et les opportunités d'affaires que cette migration offre aux futurs investisseurs. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information a pris part à cette rencontre en compagnie des membres de la Commission nationale chargée de la transition numérique de Paris. La correspondance de Magamfin Konaté.
Le développement du numérique représente pour les pays africains un enjeu majeur du XXIe siècle. Réunis à Paris, 15 ministres africains en charge du dossier ont échangé avec leurs homologues français sur le défi de la transition numérique. Outre les problèmes d'infrastructure, la transition vers le numérique représente des enjeux politiques, économiques et d'ordre sociétal. Et au-delà des infrastructures, je tiens à souligner qu'il faut redéfinir l'ensemble du contenu. L'ensemble du contenu de la télévision. Il s'agit de prendre une orientation par rapport au contenu des chaînes qui feront partie des différents bouquets. Donc nous devons savoir quel type de télévision nous voulons pour notre pays. Et à partir de là, le déroulement ou la mise en opération de cette télévision va se faire. Au plus tard, en juin 2015, tous les pays membres de l'Union internationale des télécommunications doivent adopter la télévision numérique terrestre. Cette migration offre de nombreuses perspectives pour le Mali. Nous avons sollicité et obtenu du gouvernement français d'évaluer les pistes de financement possibles. Et au-delà du financement, il s'agit de fournir un certain nombre de services liés à cette transition. Les fréquences qui seront libérées par la télévision analogique pourront servir à déployer un certain nombre de services, notamment la 4G ou les différentes applications liées au numérique, notamment le e-gouvernement, le e-santé, le e-éducation. Le développement de ces services va réduire la fracture numérique à la fois sur le plan technologique, social et économique. Le Mali est engagé dans le processus de la migration numérique depuis 2006. Les résultats engrangés par la Commission nationale sont plus que satisfaisants. Nous sommes en France, nous y restons avec le représentant du Mali à la 7e édition du Forum international Peace and Sport à Monaco. Le représentant du Mali a remporté le trophée du programme adapté de l'année. Il s'agit du meilleur programme qui met en lumière un projet utilisant le sport comme outil d'intégration sociale. Le trophée est revenu à Ntola Sarama de notre compatriote Mokhtar Sow. Il a présenté un projet pilote de lutte contre problématiques en créant une dynamique économique autour d'un programme de tennis ballon au footnet adapté à l'environnement des bénéficiaires. Magamfin Konaté que nous retrouvons. Créé en 2008, Peace and Sport Award récompense chaque année les individus et les organisations qui contribuent à promouvoir la paix. 24 dossiers étaient en compétition pour 8 trophées cette année. Le trophée du programme adapté de l'année est revenu à Ntola Sarama, une initiative qui allie sport, protection de l'environnement et création d'emplois pour les jeunes. On est très fiers de porter les couleurs du Mali. Nous sommes maliens et nous sommes fiers d'être maliens. Mais d'autres défis nous attendent. Cette distinction ouvre d'énormes perspectives pour l'initiateur du projet. À travers Peace and Sport, son initiative sera présentée partout à travers le monde. Ce prix a pour moi une portée fortement symbolique. Vous avez dit Peace and Sport, c'est-à-dire la paix par le sport. Ramener au contexte de notre pays à l'heure actuelle, ça a tout un sens. Et également, il faut noter que Ntola Sarama est une initiative novatrice qui permet justement l'inclusion à travers le sport des jeunes dans la production. La cérémonie des Peace and Sport Awards était placée sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime Princesse de Monaco. La marraine de la soirée a été également élue ambassadrice pour Peace and Sport Awards. Elle a reçu un cadeau symbolique de la part de Madame Keïta Aminata Maïga, première dame du Mali. Voilà, retour à l'actualité nationale avec 6 communiqués. Nous vous rappelons donc que la couverture par l'ORTM des activités de campagne à l'occasion des élections législatives est réglementée par une décision du Comité national de l'égal accès aux médias d'État. Chaque parti ou candidat a droit à une couverture dans le journal, de la radio et de la télévision pendant toute la durée de la campagne. Pour les listes communes, l'activité est toujours couverte pour le compte d'un des partis membres de l'Alliance, sachant que les autres partis auront le droit
de faire la demande pour la couverture d'une autre activité. Les demandes de couverture adressées à l'ERTM doivent parvenir uniquement des directions des partis politiques ou des mandataires des listes indépendantes. Et puis dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 24 novembre prochain, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le dimanche 10 novembre 2013 pour enregistrement de leur message de campagne. 9h, indépendant Badenia, 9h20 ASMA, 9h40 PSO, 10h I2A, 10h20 indépendant Faso-Kanou, 10h40 UMRDA, 11h indépendant Magasuba, 11h20 UDD, 11h40 REDD, 12h PLD, 12h20 RDS, 12h40 APDM, 13h MPR, 13h20 CD et 13h40 SADI. Et puis juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats RJP, URP, PE, Myria, Parena, RDR, candidat indépendant Abdelkader Sidibé, Ramata Adekam, indépendant Nouveau Soleil, CPM et RJS. La deuxième phase d'appui du développement du secteur coton dans les pays du C4 et le Togo a été lancée jeudi dernier. C'est à la faveur de la réunion de haut niveau qui a regroupé les techniciens des pays bénéficiaires du C4 que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et le Togo. Mamoudou Sidibé. La signature du mémorandum consacre le démarrage de la deuxième phase du projet d'appui au développement du secteur coton dans les pays du C4 et le Togo. Ces pays sont le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et le Togo. Le coût du projet, qui a une durée de 3 ans, est de 2,3 milliards de francs CFA, entièrement financé par le Brésil au titre de la coopération scientifique initiée avec les institutions de recherche de ces pays respectifs. Auparavant, la commission de haut niveau du projet avait validé les résultats de la première phase et réfléchi sur les éléments de la deuxième phase qui prend en compte le Togo. La première phase de cet ambitieux programme de coopération technique a enregistré des acquis très importants. Les acquis importants accumulés par le projet depuis son démarrage en 2008 portent sur les variétés améliorées de cotonniers, les stratégies d'amélioration de la fertilité des sols, la lutte intégrée contre les ravageurs, la formation du personnel technique, scientifique et des producteurs, ainsi que la construction et l'équipement des infrastructures de recherche. L'initiative coton qui est au centre de ce projet a été créée pour faire face à la baisse des prix internationaux du coton liée aux subventions accordées aux producteurs des pays du Nord. Les pays bénéficiaires ont salué la disponibilité du Brésil pour la mise en place d'un mécanisme de collaboration sud-sud sous la forme des projets. Ce mécanisme doit permettre de minimiser les conséquences des contraintes liées à la cotonculture. Au nombre des conséquences, une baisse continue des rendements et un écoulement difficile des produits, les conditions climatiques et la baisse des cours mondiaux du coton. Les femmes rurales du Mali font étalage de leur savoir-faire en matière d'innovation dans la transformation des produits agricoles dans la capitale du Kénédougou. Une foire dédiée à cet effet s'est ouverte jeudi dans la salle du Conseil de Cercle. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre du Développement rural en présence de celui en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, des autorités régionales et de nombreux invités. Sekou Konaté. En initiant la présente foire exposition d'innovation, l'Association des organisations professionnelles paysannes AOPP-CRCR veut faire découvrir au grand public le savoir-faire des femmes rurales des 8 régions du Mali et du district de Bamako. Une idée originale pour marquer la Journée internationale de la femme rurale, édition 2013. Faire la promotion des produits transformés à partir de nos produits agricoles. Permettez aux femmes de négocier des clients fidèles pour l'écoulement de leurs produits à l'intérieur et à l'extérieur du Mali. Pour la collectivité région de Sikasso qui inscrit en bonne place la valorisation des filières porteuses, l'initiative est une aubaine. En effet, cette foire révèle, à notre sens, un couronnement des efforts que les organisations des femmes déploient sur le terrain. Une interpellation des décideurs à accorder davantage une attention particulière à la problématique des équipements de transformation des produits locaux. 26 stands s'ouvrent alors aux visiteurs. Les produits sont variés et viennent du nord
et du Sud. Du beurre de karité au fakouï, en passant par le miel, le maféji et les dispositifs d'extraction d'huile de karité. Il s'agit de création de chaîne de valeur. Et c'est heureux de trouver les femmes vraiment donc dans cette création de chaîne de valeur. Mais la chaîne de valeur suppose la connexion au marché. La connexion au marché. Et apparemment, il n'y a pas d'espace de vente des produits valorisés par nos braves femmes. Je pense que c'est une question qu'on doit régler. Nous allons vraiment faire tout pour que les femmes rurales qui font ces productions-là, pour que nos produits ne se gâtent pas, nous allons faire tout pour les encourager en les appuyant avec des lieux où elles peuvent écouler leurs produits. Cette initiative, en plus de l'AOPP et de ses partenaires, bénéficie de l'accompagnement de FAMU. Nous sommes la solution. C'est jeudi prochain que la communauté internationale célèbre la journée mondiale du diabète. Ce matin, les organisateurs étaient face à la presse pour mieux informer les hommes de médias sur la maladie d'une part et les activités retenues pour la journée d'autre part. Alpha Maïga. À l'hôpital du Mali, les hommes de médias sont réunis autour d'un thème précis, le diabète. Le diabète est une maladie métabolique pure qui est due à une anomalie d'utilisation du sucre par le corps. Autrement dit, le sucre qui est l'énergie devient inutilisable pour le corps de la personne. Et son inutilité fait qu'il va donc se déposer et créer des complications. Le 14 novembre de chaque année, c'est la journée qui lui est consacrée. À cette occasion, plusieurs activités sont au programme. Parmi celles-ci, des séances de dépistage, une marche blanche, entre autres. Diabète, protéger notre avenir, c'est le thème choisi pour célébrer la journée mondiale. La journée, elle a été créée parce qu'il y a eu la naissance de Frédéric, qui est la personne qui a inventé l'insuline, utilisée dans le cadre de la lutte du traitement des maladies diabétiques, du 14 novembre tous les ans. D'après l'Organisation mondiale de la santé, si nous ne faisons rien, d'ici 2030, il y aura plus de 500 millions de diabétiques de par le monde et avec une progression de l'ordre de 170% dans les pays en voie de développement. On vit avec son diabète toute sa vie et ça n'épargne ni les enfants, ni hommes ni femmes, ni les adultes, ni même les vieillards. La campagne de cette année 2013 marque la 5e année consacrée à l'éducation et à la prévention du diabète. Conformément à l'accord cadre entre notre pays et le Maroc, 500 imams seront formés dans le royaume chérifien. Pour cette année 2013, c'était un premier groupe de 100 imams qui s'envolent demain soir. Ils ont été reçus par l'ambassadeur du royaume ici à Bamako qui leur a prodigué des conseils pour mener à bien leur formation. Fadema Keita. Cette rencontre qui se tient à 24 heures du départ de la première vague des futurs imams bénéficiaires d'une bourse de formation au Maroc concrétise l'accord signé dans ce domaine par le président Ibrahim Boubacar Keïta et le roi Mohamed VI du royaume chérifien du Maroc. Pour le diplomate marocain, cet espace vise à informer les partants des dispositions prises par le pays d'accueil et à leur préciser les missions qui les attendent. Ce qui nous intéresse, c'est à la fin du cursus, donc d'avoir des imams vraiment armés, qu'ils soient armés pour être en mesure de contribuer concrètement, positivement à l'édification d'un État moderne, d'un État émergent, selon l'esprit de l'acceptation de l'autre. L'offre magnifie l'excellence des relations qui existent entre les deux pays. Ce seront des imams qui parleront en connaissance de cause. Ce sont des imams qui maîtriseront non seulement les préceptes de notre religion, mais qui auront une formation de sociologie. Les bénéficiaires admis au test de présélection promettent jouer leur partition au cours de la formation. Notre mission, c'est les études islamiques afin de devenir des imams au Mali ici. L'accord signé par les deux chefs d'État prévoit la mise à niveau de 500 imams maliens. La formation s'inscrit dans le cadre des renforcements des capacités des imams du Mali. Des bénédictions et des prières pour les initiateurs et les deux pays ont été les temps forts de cette prise de contact. Voilà, en prélude justement au départ des futurs imams, le roi Mohamed VI a reçu hier en audience à Rabat le ministre délégué en charge des affaires religieuses et du culte, Thierno Amadou Omar As Diallo, porteur des messages du président Ibrahim Boubacar Keïta, dont la teneur porte sur les relations fraternelles de coopération dynamique entre nos deux pays.
Environ 1915 ménages en commune 1 et 4 du district de Bamako sont touchés par les inondations du mois d'août dernier. L'Assemblée nationale du Mali vient d'exprimer sa compassion envers les sinistrés. Elle remet en effet à chacune des deux communes la somme d'1 million de francs CFA. Ce geste de l'Assemblée nationale pour les deux maires et les membres de la commission mise en place pour la circonstance est la manifestation de la solidarité de nos parlementaires. La visite est guidée par l'honorable Khalifa Doumbia, 6e vice-président de l'Assemblée nationale, et l'honorable Sissoko Fanta Manchini-Ndiara, membre de la commission santé et développement social et coordinatrice du réseau des parlementaires maliens pour la population et le développement. Le secteur privé malien, donc à travers le Conseil national du patronat du Mali, se manifeste en faveur des sinistrés des inondations en communes 1 et 4 du district de Bamako. Les familles touchées dans ces communes vont avoir du riz, du sucre et de l'huile, dont du secteur privé. Adama Koulibaly, reportage. Ce geste du secteur privé à l'endroit des familles sinistrées en communes 1 et 4 du district de Bamako est composé de 300 sacs de riz de 50 kg, 100 sacs de sucre de 50 kg, 130 bidons de 20 litres d'huile et 375 kg de lait en poudre. Selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, le secteur privé ne peut rester en marge des actions humanitaires. Ce geste traduit la vitalité de notre solidarité et l'expression d'appartenance à une même nation, surtout à un moment où le pays est confronté à de nombreux défis fondamentaux. Les représentants des populations sinistrées à la cérémonie, qui sont les maires en commune 1 et 4 du district, tous ont remercié la générosité des donateurs. Quant au ministre du Travail, des Affaires sociales et humanitaires, il a félicité le secteur privé d'avoir pensé à une des règles fondamentales dans la gestion d'une entreprise. Il s'agit de la responsabilité sociale de l'entreprise. Le secteur privé doit s'ouvrir à cette partie de l'activité sociale qui n'est pas financièrement rentable et qui n'est pas immédiatement rentable au plan économique. Au Mali, et dans ce cadre-ci, il faut aller au-delà de ce concept pour dire que nous sommes en face d'entreprises et de différentes affaires privées, mais qui sont conduites sur le terrain de l'engagement citoyen. Le ministre a proposé la prise de dispositions permanentes pour faire face à des situations comme ces inondations du 28 août dernier. Le réseau des associations pour le développement de l'éducation Mali, RASDEC Mali, en partenariat avec Solidarité Laïque France, vole au secours des enfants déplacés du nord du Mali scolarisés à Bamako. Il vient de remettre à plus de 200 enfants scolarisés des kits composés de sacs, de cahiers, de matériel géométrique, de bics. Reportage de Agibou Koulibaly. Ce don de fournitures scolaires aux enfants déplacés du nord du Mali, scolarisés à Bamako, se situe dans un élan de solidarité du réseau des associations pour le développement de l'éducation au Mali. Le RASDEC, réseau des associations pour le développement de l'éducation, est à son 3e geste de solidarité. Ce kit sera composé d'un sac, des cahiers, du matériel de géométrie et des bics. Les bénéficiaires se réjouissent de cette donation. Je remercie vraiment les donateurs pour l'aide des fournitures scolaires déplacées du Nord. On va bien travailler. Un geste patriotique que les responsables et partenaires de l'école ont hautement apprécié et encouragé. Chers enfants, les cadeaux qui seront offerts tout de suite nous interpellent, nous les parents d'élèves. Ce sont des cadeaux qui ne sont pas de simples cadeaux. Ce sont des éléments de travail qu'on va vous fournir pour vous dire d'être performants. Créé en 2005, le réseau des associations pour le développement de l'éducation au Mali est dévoué à l'éducation. Il évolue sur 4 thématiques, à savoir la petite enfance, l'éducation de base, l'éducation non formelle et le handicap. L'ONG Right to Play, présente à Gao il y a moins d'un mois, en partenariat avec l'UNICEF, vient de procéder au lancement et à l'orientation de son projet qui s'intitule Resport, restaurer l'espoir par le sport et le jeu. C'est un projet d'éducation, d'intégration et d'accompagnement psychosocial des enfants et jeunes affectés par la crise qu'a traversé notre pays. Projection de films, démonstration de jeux et une rencontre sportive dans l'après-midi ont été les temps forts de cette cérémonie suivie par Drissa Koné.
Cette cérémonie de lancement et d'orientation du projet RESPOR, Restaurer l'espoir par le sport et le jeu, a regroupé les autorités administratives et communales, les services déconcentrés de l'État, les partenaires humanitaires intervenant sur la protection de l'enfant ainsi que la société civile. À tous, Rise to Play, présent à Gao il y a moins d'un mois, voulait non seulement faire connaître le projet, mais aussi échanger avec eux sur les différentes violations des droits des enfants survenues à Gao pendant la crise. Ces derniers ont vécu les pires formes de violence, entre autres la privatisation des activités d'épanouissement, le stress, les violences basées sur le genre, l'imposition de lois, bref, des exactions de toutes formes. Pour combattre ce mal qui a durement affecté cette couche vulnérable, des activités de masse comme le sport et le jeu sont des facteurs de cohésion sociale. Right to Play, de concert avec l'UNICEF, a mis sur pied un programme visant en tout cas à amener les enfants à retrouver leur bien-être et leur protection psychologique, psycho-affective, je dirais même. Right to Play a invité les acteurs au terrain Kassé Keita de Gao où un match de football a opposé deux équipes mixtes, filles et garçons, en plus d'une rencontre de frisbee. En guise de récompense, les équipes engagées ont reçu des ballons au compte du projet RESPOR. L'ONG Right to Play est présente au Mali depuis 2007, notamment à Bamako, Sikasso, Koulikoro, Ségou et tout récemment à Tombouctou et Gao. En 5e région, le centre de formation des artisans à Sévaré a servi de cadre au lancement officiel du programme de réinsertion professionnelle au métier manuel de 560 jeunes de familles déplacées, de familles d'accueil et de familles du programme de renforcement des familles des villages d'enfants SOS de Sokoura, initié par le projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées à Mopti, Padmo, et exécuté par l'Union locale des artisans de Mopti pour un coût de 10 millions de francs CFA. Le programme vise à renforcer la chaîne de solidarité entre les jeunes déplacés. Mahamar Ibrahim Touré. Le lancement officiel au centre de formation des artisans de Mopti à Sévaré du programme de réinsertion professionnelle au métier manuel de 560 jeunes des familles déplacées, des familles d'accueil, des familles du programme de renforcement des familles, des villages d'enfants SOS de Sokoura rentre dans le cadre de la composante 4 du projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées à Mopti, Padmo dans différents domaines d'apprentissage. Les 560 jeunes sélectionnés vont suivre leur apprentissage dans divers corps de métiers. Menuiserie bois, menuiserie métallique, couture, mécanique auto, mécanique moto, électricité bâtiment, électricité auto, froid, teinture et même le travail du cuir. La signature de convention de coopération du Padmo avec l'Union locale des artisans de Mopti pour 10 millions de francs CFA permettra aux jeunes formés de mener une vie décente et contribuer aux charges de leurs parents. C'est dans ce cadre que les autorités locales les ont exhortés à plus d'assiduité et de courage afin qu'ils deviennent des modèles. Il faut que les jeunes sélectionnés qui ont bénéficié de cette formation se disent qu'ils n'ont pas été choisis parce qu'ils sont intervenants, mais c'est en fonction de leur situation sociale. Et nous pensons qu'à l'issue de cette formation, ils pourront faire quelque chose pour leur pays, pour leur famille, pour eux-mêmes. À la fin de la formation, les apprenants seront dotés d'équipements et de ressources leur permettant de s'installer à leur compte dans leur localité de retour. En deuxième région, cette fois-ci, les 9 communes du cercle de Banamba ont signé hier vendredi la convention locale sur la gestion des ressources naturelles. Ces conventions responsabilisent les collectivités décentralisées dans la gestion des ressources naturelles. C'est une initiative des ONG, associations de formation et d'appui au développement, AFAD et Diakonia. Ortem Koulikoro, Sédou Traoré. Posant leur signature sur ces conventions locales, les 9 maires des communes du cercle de Banamba et l'administration locale s'engagent officiellement à assurer la conservation et l'utilisation durable de l'environnement et des ressources naturelles. Cette démarche de l'ONG Association de formation et d'appui au développement AFAD et son partenaire l'ONG Diakonia devra satisfaire aux besoins croissants des populations tout en préservant leurs fonctions productives, écologiques et culturelles. Cette convention, elle représente vraiment quelque chose de très important pour nous, puisque nous, maires, on a beaucoup de problèmes à gérer autour de la gestion des ressources naturelles. Notre engagement se fonde sur le rôle prépondérant que joue l'environnement dans l'épanouissement des communautés, mais dont la gestion engendre aujourd'hui de conflits et de déchirures communautaires.
L'exposé du consultant sur les biens fondés des conventions locales des 9 communes du cercle de Banamba retrace aux yeux des acteurs la gestion décentralisée et démocratique de l'environnement pour le bien-être des populations. Le cercle de Banamba dispose d'un important potentiel en ressources naturelles. Ce patrimoine doit cependant être géré de manière rationnelle afin de garantir la durabilité de ces ressources ainsi que leur exploitation judicieuse par les communautés locales. Le préfet de Banamba, Boubacar Bakayoko, et le directeur exécutif de l'ONG AFAD, Ahmed Sekou Diallo, ont exprimé leur disponibilité et leur accompagnement pour la mise en œuvre correcte de ces conventions locales. Le village de Foura, dans la commune rurale de Tienfala, a depuis hier une école fondamentale de 3 classes équipées. C'est un don du club Espoir de Bamako de l'association Sor Optimiste International. Les villageois ont procédé à l'ouverture officielle de l'école en présence des autorités communales de Tienfala et des représentants de l'éducation dans la région de Koulikoro. Coût total des réalisations, plus de 27 millions de francs CFA. Reportage de Adama Koulibaly. L'école a été inaugurée ce samedi. 3 classes équipées en table-banc, une direction et des latrines toutes électrifiées à l'aide d'un panneau solaire. Notre organisation œuvre dans 6 domaines d'intervention, à savoir l'éducation, la culture, la santé, l'environnement, le développement économique et social, ensuite le bon vouloir. Le village de Foura, qui est sur une hauteur avec un accès difficile, des problèmes d'eau existent. L'association a pensé construire un puits à grand diamètre et à côté des abreuvoirs pour des animaux. Le maire de la commune rurale compte prendre des dispositions pour l'entretien de ces réalisations qui ont coûté 27 950 000 francs CFA. La stratégie pour maintenir cette école telle que nous l'avons eue, il s'agit tout d'abord de mettre un comité de gestion scolaire en place, de prodiguer des conseils à ces comités de gestion en collaboration avec les directeurs et les enseignants. Ils pourront gérer correctement l'école. Les représentants de l'école à Koulikoro, sous la coordination du représentant du département de l'éducation, Lamine Baba Sissé, chargé de mission, ont prodigué des conseils aux nouveaux enseignants et aux élèves sur la fréquentation correcte des classes. Voilà, maintenant ce nouvel ouvrage, avant de nous séparer dans les bibliothèques. Réforme hospitalière au Mali, logique, enjeux et perspectives. C'est donc l'intitulé du livre que vient de publier le docteur Moussa Sanogo, PhD en santé publique, directeur général adjoint de l'hôpital Gabriel Touré. L'ouvrage de 420 pages adresse le bilan de 10 années de réforme hospitalière au Mali en s'appuyant sur des modèles conceptuels d'analyse pour expliquer la dynamique du changement et les leçons apprises tout en dégageant des perspectives d'avenir. La cérémonie de dédicace du livre a eu lieu cet après-midi dans la salle cinémathèque du Musée national du Mali. Voilà donc pour vos bibliothèques, réforme hospitalière au Mali, logique, enjeux et perspectives du docteur Moussa Sanogo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez l'information demain à 13h avec Khadija Toukone. Merci et bonsoir.